Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Alors, une petite seconde. On est en train de faire les premiers réglages. Hop. Voilà. Donc, on va se connecter d'ici une petite minute, le temps de préparer tous les aspects techniques avec Elsa Krief et Marion Maynadier. Alors, voilà. Donc, on va pouvoir commencer maintenant. Alors, c'est parti, on commence officiellement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre virtuelle FLE en partenariat avec France Éducation Internationale. L'intitulé de cette intervention est Obtenir, utiliser et renouveler l'habilitation d'ELDALF ou comment devenir examinateur correcteur. Du DELF-DALF, les conditions pour s'inscrire, pour l'obtenir et quelles sont les opportunités professionnelles avec l'habilitation. Vous saurez aussi comment renouveler vos habilitations, devenir formateur, d'examinateur et correcteur et les modalités de formation. Nous avons deux intervenantes, Elsa Krief, qui est actuellement la directrice adjointe du département évaluation et certification en charge du développement. Elsa a débuté sa carrière en Espagne, où elle a d'abord enseigné dans le FLE, puis coordonné le département d'ELF-DALF à l'Alliance française de Madrid. Elle a ensuite dirigé l'Alliance française de Grenade, puis l'Institut français de Bilbao, où elle partageait cette casquette avec celle d'attaché de coopération pour le français dans la zone nord de l'Espagne. Marion Ménadier est également avec nous. Elle est ingénieure pédagogique à France Éducation Internationale. Elle copilote le processus national des habilitations d'ELF-DALF, garantissant la formation et le suivi de plus de 40 000 examinateurs correcteurs et près de 1 500 formateurs chaque année. Elle conçoit également des dispositifs de formation et accompagne les centres d'examen en France et à l'étranger. Avant de rejoindre FEI, elle a travaillé plusieurs années dans le réseau culturel français en tant qu'enseignante, puis coordinatrice pédagogique et formatrice de formateurs, notamment à l'Institut français de Barcelone et à l'Alliance française de Madrid. C'est un plaisir pour moi de vous avoir parmi vous, Elsa et Marion. Je vous laisse la parole. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Merci pour cette invitation, Sébastien, et les éditions Maison des Langues. Donc, nous sommes ravis. Je vais pas revenir sur ce que vient de dire de Sébastien sur notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans dans le dispositif habilitation, pardon, qui sera présenté par Marion. Moi, je vais vous faire, parce que c'est important de bien comprendre le contexte dans lequel on est pour comprendre le dispositif habilitation. Donc, je vais vous faire un petit panorama rapide des certifications dans le monde. Voilà, et je vais vous parler un petit peu de l'état du DELF-DALF dans le panorama mondial actuellement. Donc, pour débuter, vous voyez ici, alors actuellement, pour vous donner quelques chiffres, il y a, alors pour 2024, le chiffre consolidé était de 498 000 candidats DELF-DALF dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer le 3 décembre que pour 2025, il y a plus de 510 000 candidats. Donc, ces chiffres sont donc en augmentation. Euh, Comme vous le voyez sur la courbe qui est présentée devant vous, nous avons depuis 2005 vécu une augmentation, évidemment avec la petite chute de 2020 pendant la crise Covid. Mais voilà, une remontée on peine un petit peu à rattraper à récupérer les chiffres de 2019 qui était l'année record. Mais bon, on y arrive petit à petit. Voilà, on va passer, je vais vous présenter rapidement. Donc, comme vous le savez, le DELF-DALF, c'est plusieurs déclinaisons, plusieurs versions qui, comme vous le voyez ici, sont équilibrées de cette manière. Alors, vous voyez le jeune public
est le public majoritaire, parce que si on additionne les candidats juniors et les candidats scolaires, c'est la majorité des candidats, c'est à peu près 60% hein, des candidats. Et le DELF tout public, donc on appelle tout public adulte, voilà, même si c'est quand même beaucoup de jeunes adultes, voilà, qui a quand même aussi une grosse partie. Et nos petits primes, hein, qui correspondent donc aux enfants qui passent, donc qui sont à l'école primaire, qui passent les niveaux A1, A2, A1, 1.1, pardon, A1 et A2. Voilà. Juste une petite précision avant de passer au top, au top 20 des pays du monde. Juste préciser, donc le DELF scolaire, pour ceux qui ne sauraient pas la différence entre le DELF junior et le DELF scolaire, c'est donc, ce sont les mêmes, le même public donc d'adolescents, hein, de jeunes qui sont au collège et au lycée. Mais le DELF scolaire concerne les candidats qui sont à l'intérieur d'un dispositif encadré par une convention signée donc par les autorités éducatives du pays et l'ambassade de France et France Éducation internationale. Voilà. Et on l'a vu avant, ce chiffre est assez important et correspond surtout au pays. Donc, vous voyez ici, hein, dans le top, hein, donc comme vous le voyez, la France est le pays numéro un, mais justement parce qu'il a un dispositif de DELF scolaire très important, hein, ce dispositif, en fait, il concerne les candidats qui sont les migrants, les allophones qui arrivent en France et qui donc ont un dispositif particulier qui leur permet de passer le DELF dans un cadre assez particulier, mais bon, qui fonctionne bien et qui, vous voyez, fait que les chiffres sont très importants. Et aussi, vous voyez que les pays hein, qui sont en tête, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, sont justement des pays où il y a un très fort, où le DELF scolaire est très implanté. Euh, et donc, c'est ce qui fait aussi que ces chiffres sont très importants. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit panorama. Je pense que c'est important que vous le voyez. Voilà, on va arriver, hein, on va arriver au dispositif habilitation, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais je pense que c'est important d'avoir une contextualisation. Et voilà, je vois des gens qui disent, je confirme la situation italienne. Effectivement, l'Italie, c'est vraiment un dispositif d'elfe scolaire pratiquement, bon, c'est 90%, ce sont des élèves donc, qui sont au collège, dans les écoles italiennes et qui donc passent le DELF à l'intérieur de leur cursus, en fait, au bout de leur apprentissage de français à l'école. Voilà. Et vous voyez quand même hors Europe, hein, des pays comme Madagascar, le Canada qui explose les scores parce que c'était un pays où il y avait peu de candidats au DELF, mais c'est aussi le DELF scolaire qui a été implanté, il me semble, il y a 3 ans et qui fait monter ces chiffres-là. Voilà, j'ai fait un petit panorama déjà de ces chiffres du DELF DALF, donc un dispositif très large, riche, voilà, qui est géré donc ici à France Éducation Internationale par une équipe donc de personnes qui sont donc à l'administration, hein, qui gèrent tout ce qui est la facturation, les inscriptions, etc. Et une équipe d'ingénieurs pédagogiques dont fait partie Marion, qui va donc nous présenter le dispositif des habilitations. Voilà, donc Marion, sans plus tarder, je te passe la parole pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Merci. Parfait. Merci Elsa. Donc je vais vous présenter le dispositif des habilitations. Sachez qu'à la fin du webinaire, il y aura un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Donc en attendant, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sébastien et Elsa me les poseront à la fin.
pour y répondre. Donc, les habilitations DELF-DALF, donc Elsa a présenté nos certifications de DELF et de DALF. Pour les corriger, il faut être habilité. Les habilitations, le nombre de personnes donc, qui vont évaluer et corriger ces épreuves, on est sur un vivier de 41 500 habilités, examinateurs correcteurs, et 1500 formateurs, donc des personnes qui vont former à leur tour ces examinateurs correcteurs. Donc ce dispositif, il est national et international. En France, on va travailler avec les académies, d'accord, avec les rectorats. Et à l'étranger, ce sera avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, tout son réseau donc diplomatique, qui vont nous aider à déployer notre dispositif. FEI va intervenir sur plusieurs focus, dont l'autorisation pour ouvrir des centres d'examen. On va habiliter des examinateurs correcteurs et les formateurs. On conçoit les épreuves et évidemment, on compile on compile les résultats et on délivre les diplômes. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment on devient examinateur correcteur. Donc, il y a plusieurs options selon votre profil, en fait. Vous êtes déjà rattaché à un centre d'examen DELF-DALF. Votre propre centre peut organiser des stages d'habilitation. Il y a beaucoup de centres qui disposent de formateurs locaux, que ce soit en France ou à l'étranger, d'accord? Ou alors, vous pouvez participer à un stage BELC que FEI propose ou des stages individuels. C'est des stages en général en ligne. Prochainement, la formation va bientôt arriver sur notre site internet, mais on pense s'en organiser en avril. Donc, surveillez nos publications. Vous n'êtes pas rattaché à un centre d'examen. C'est la même chose en fait. Vous pouvez ou participer au BELC ou à un stage individuel, mais vous ne pourrez pas être habilité avec un centre d'examen. Les centres d'examen habilitent seulement les enseignants qui travaillent avec eux, qui sont rattachés à leur centre. D'accord? Donc, dans tous les cas, vous avez plusieurs offres qui s'offrent à vous pour être habilité. Maintenant, il y a des prérequis pour pouvoir accéder à ces formations. Vous devez ou être titulaire d'un master 2 en didactique du FLE ou des langues étrangères, ou d'un master 1 et avoir une expérience de 2 ans en FLE, ou alors avoir une expérience significative de 3 ans dans l'enseignement du FLE. Significative, c'est-à-dire une expérience sur plusieurs niveaux, avec plusieurs publics, parce que comme Elsa l'a démontré, le DELF-DALF, c'est plusieurs déclinaisons. Il y a les déclinaisons donc jeunes publics avec le prime, les adolescents avec le DELFSCO et adultes avec le tout public. Il y a un niveau linguistique exigé qui est le niveau minimum B2 pour être formé. Nos formations, elles sont standardisées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que peu importe si vous suivez une formation d'habitation à Tokyo ou Paris, les contenus, grosso modo, vont être similaires, vont être identiques. Pourquoi on a des formations standardisées? Parce on est sur un processus de qualité et on veut donner notre objectif final, c'est toutes les chances aux candidats. Donc pour ça, il faut garantir la fiabilité des diplômes, garantir l'équité, et pour ça, il faut avoir des formations standardisées. Et je le rappelle, la double évaluation est obligatoire pour toutes nos épreuves, qu'elles soient individuelles ou publiques, tous les niveaux. À chaque fois, il y aura 2 examinateurs correcteurs. Alors, nos formations, elles sont quand même assez denses. C'est par exemple pour une formation qui couvre tous les niveaux, du A1 au C2, c'est une formation de 30 heures, avec à chaque fois un focus sur le niveau A1, A2, avec des durées différentes qui sont liées en fait à la nature de nos épreuves de formation. On aura également un focus sur le CE-CRL et le rôle de l'examinateur correcteur et également des tests. Alors, pour votre bonne information, on a l'appellation examinateur correcteur. Examinateur, ça signifie les personnes qui évaluent l'épreuve individuelle qui est la production orale, et correcteur, c'est la personne qui va corriger les épreuves collectives. Les épreuves collectives, c'est la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits et la production écrite. D'accord? Pour être habilité sur un niveau, il faut être habilité sur les niveaux précédents. Vous ne pouvez pas être habilité sur le niveau B1 et ne pas avoir été habilité sur le A1 ou le A2. L'habilitation est consécutive et l'habilitation est valable 5 ans. Lors de notre formation, des formations d'habilitation pour devenir examinateur correcteur, vous allez vous entraîner à évaluer des candidats avec des productions orales et des productions écrites.
et à justifier vos évaluations, à comprendre en fait pourquoi on attribue un niveau de performance. Ensuite, donc on a dit pour une habilitation du 1 au C2, c'est 30 heures minimum. Et il va y avoir évidemment des critères pour être habilité. Alors déjà, il y a la présence qui est obligatoire. Vous ne pouvez pas être absent. Présence, ponctualité et implication tout au long du stage. Il y a évidemment la connaissance des spécificités des 6 niveaux du CECRL. On a vu qu'il y avait des prérequis pour entrer dans ces formations, c'est-à-dire qu'il faut quand même être familier avec le CECRL, même si on fait un focus dessus en formation. On a également comme critère la capacité à évaluer donc des productions orales, des productions écrites, à se remettre en question avec la capacité à établir un consensus en situation de double jury, c'est-à-dire à harmoniser ses notes, parce que c'est ce qui va arriver sur le terrain. Vous allez évaluer de manière individuelle un candidat et après, vous allez harmoniser vos notes avec un autre collègue. Comme on l'a dit, la double évaluation est obligatoire. Et donc, ça concerne également la disponibilité à la concertation, la capacité à ajuster sa note et évidemment donc la réussite au test individuel. Donc ensuite, vous êtes habilité, mais au bout de 5 ans, comme on l'a dit, l'habilitation dure 5 ans, vous devez renouveler votre habilitation. Donc, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire un stage de renouvellement sans formation, c'est-à-dire vous faites uniquement un test par niveau à renouveler. Donc, si vous êtes habilité du A1 au C2, il faudra faire un test par niveau, un test A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ou alors, vous pouvez suivre de nouveau un stage de première habilitation de 30 heures, donc qui sera plus lourd. Ça dépend généralement de raisons RH liées à votre centre, ce qu'ils préfèrent. Attention, si votre habitation n'est plus valide depuis plus d'un an, parce qu'on vous laisse en fait à l'arrivée à l'échéance de votre habitation, on vous laisse un an, c'est un peu la carte joker pour renouveler votre habitation et vous pouvez suivre donc le stage sans formation, qui est un peu un stage express comme on l'a dit, un test par niveau. Mais passer ce délai d'un an, on vous laisse, là, il sera obligatoire de faire un stage de première habitation, donc un stage conséquent de 30 heures de formation. D'accord? Donc pour renouveler son habitation, il faut être nécessairement rattaché à un centre d'examen parce qu'il faut prouver qu'on est actif dans le réseau, dans le dispositif. Vous avez des outils de formation continue. Sur FEI+, par exemple, vous avez le parcours sur le CECRL, le parcours DELF-Prime. Aussi, quand votre habilitation arrive à échéance, vous recevez une notification de Gaël qui vous indique que vous pouvez vous entraîner à évaluer des productions orales et des productions écrites sur le parcours de renouvellement avant de passer les tests pour un stage de renouvellement, donc. Et vous avez également le parcours d'auto-formation aux nouvelles grilles. Donc, les autres outils de votre formation, vous avez l'espace professionnel du DELF et du DALF. Vous allez retrouver par exemple le protocole des habilitations. Pour les responsables de centre, il y aura le manuel du responsable de centre. Bref, plein d'outils qui sont utiles pour notre dispositif DELF-DALF. Et donc, en résumé, vous allez travailler en tant qu'habilité avec 3 plateformes. 3 plateformes vont être nécessaires pour vous. Vous aurez FEI+. FEI+, vous pensez à Moodle, donc formation continue, formation initiale et continue. Donc, comme on l'a dit avec le parcours du prime, le parcours du CECRL. Gaël, qui lui est vraiment on va dire, un outil administratif pour vous. Ça va vous permettre de télécharger votre habilitation d'examinateur correcteur et de la fournir au centre lorsque vous travaillez. Et vous avez également l'espace professionnel du DELF-DALF, qui est un site avec tous nos protocoles, mais également un site qui nous permet de communiquer, par exemple, quand il va y avoir des nouveautés sur Gaël ou autres, vous les retrouverez ici. Donc là, on a vu comment on devenait examinateur correcteur. Ensuite, ce qui nous intéresse, si vous êtes déjà habilité examinateur correcteur et que vous voulez continuer dans cette branche, c'est devenir formateur d'examinateur correcteur. Donc, c'est le formateur dans un centre, c'est vraiment la personne qui va être référente. C'est celle qui va animer les réunions d'harmonisation, c'est-à-dire avant d'évaluer les productions écrites, le référent du centre doit
calibrer certaines copies, c'est-à-dire il donne un exemple de production écrite et tous les habilités l'évaluent afin d'harmoniser leurs notes et d'être sûr des attentes de l'énoncé, etc. Il va répondre aux questions des examinateurs correcteurs, c'est-à-dire dès qu'il y aura un doute, oui, je ne sais pas si cette copie, si c'est un hors-sujet par exemple, l'examinateur correcteur va contacter ce référent. Et donc, pour devenir formateur d'examinateur correcteur, il faut vraiment non seulement une expérience en formation, mais également une appétence, j'ai envie de dire, pour l'ingénierie de formation. Les conditions pour devenir formateur d'examinateur correcteur. Donc, il faut évidemment déjà être examinateur correcteur. Et j'ai envie de dire avec une expérience assez chevronnée, parce que comme on l'a dit, vous allez être vraiment le référent pour le centre, être attaché à un centre d'examen DELF-DALF, avoir participé à au moins une session d'examen comme examinateur sur l'année écoulée, c'est-à-dire en fait une personne active, et être désigné par son centre d'examen ou sa gestion centrale à l'étranger. Là aussi, l'habilitation de formateur dure 5 ans, comme celle d'examinateur correcteur. Alors, pour devenir formateur, cette fois, c'est uniquement FEI qui habilite les formateurs. On a vu que pour devenir examinateur correcteur, ça pouvait être via une mission FEI ou alors par un formateur dans un centre local. Pour devenir formateur, c'est uniquement les ingénieurs pédagogiques du département évaluation et certification qui habilitent les formateurs d'examinateurs correcteurs. Donc, plusieurs options s'offrent à vous lors du BELC-été ou alors demander une mission à FEI. D'accord? Donc, pour demander une mission à FEI, c'est généralement les postes diplomatiques ou les rectorats qui vont nous contacter pour intervenir dans votre centre. La formation, elle est aussi conséquente. C'est une formation là aussi d'environ 30 heures où en fait les stagiaires vont animer des modules de formation comme ils le feraient en situation réelle. Et donc, ils vont devoir s'approprier notre matériel de formation et animer selon donc la pédagogie de FI. Il y aura à la suite un test. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette habilitation de formateur d'examinateur correcteur dure 5 ans. Au bout de 5 ans, vous pouvez renouveler votre habilitation via un test que FEI vous envoie. Mais pour pouvoir renouveler, il faut être encore rattaché à un centre d'examen DELF-DALF et avoir animé des stages de première habilitation, c'est l'une de nos exigences. Mais par contre, au bout de 10 ans, à contrario de l'habilitation d'examinateur correcteur qui peut être renouvelée ad vitam aeternam, par exemple, juste avec des stages de renouvellement, là, il faut repasser par un stage de première habilitation, donc avec un ingénieur pédagogique de FEI, parce qu'on veut être sûr, comme les formateurs sont vraiment nos piliers du dispositif dans le monde, on veut être sûr que les formations qui sont données correspondent aux spécifications actuelles de nos examens. Et donc, pour vous montrer que on intervient vraiment à vos côtés, on est partout. Depuis 2024, on a fait à peu près 41, on a fait, pardon, 41 stages d'examinateur correcteur, 36 stages de formateur, et on intervient vraiment partout dans le monde. On est à vos côtés pour former vos équipes et qu'ensuite, l'objectif, c'est vraiment que vous soyez autonome et que vous fassiez vivre le dispositif DELF-DALF. Voilà. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Marion, je précise juste Oui, donc bien sûr. les stages des examinateurs correcteurs assurés par FEI, puisque en fait l'idée c'est de former des formateurs Oui, dans plus d'espace du globe possible pour que eux ensuite puissent. Donc là, on compte pas ces 41 stages, ce sont uniquement ceux. On intervient pour que vous sachiez hein, par exemple dans les universités en France qui forment les étudiants FLE. Hein, ils ont parfois, ils ont pas systématiquement, mais ils ont parfois la possibilité pardon, d'être habilités à la fin de leur master. Voilà, donc ça c'est un des champs dans lesquels on intervient, mais en général on intervient plus sur des stages de formateurs pour voilà. pouvoir ensuite avoir ce vivier. Exactement. En France, on sera plus sur des stages qu'on contacte FEI, on sera plus en général sur des stages d'examinateur correcteur, mais à l'étranger, ce sera dans 99% des cas des stages de formateurs, comme l'a souligné Elsa, pour que les centres puissent être autonomes et à leur tour former les examinateurs correcteurs. Il y a pas mal de questions, pas C'est mal bien. d'interrogations, je voudrais juste répondre.
avant, je te poserai la question, Marion, mais juste par rapport parce que je sais que c'est une préoccupation de beaucoup de nos utilisateurs. Alors, les sujets, sachez que si vous êtes examinateur correcteur, Marion, tu me coupes hein, si je me trompe. Si vous êtes examinateur correcteur et évidemment formateur. Vous avez accès à l'espace professionnel où vous trouvez quand même un peu plus d'exemples de sujets. Sachez en toute transparence que si on n'alimente pas ces exemples de sujets, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que comme vous le savez, on est passé sur des nouvelles versions, hein, donc ça demande, comme vous l'avez vu dans le monde, on a un dispositif, on travaille avec 170 pays qui, eux, à leur tour, organisent une moyenne de 5 sessions d'ELF-DALF par an. Et donc, on a vraiment on se préoccupe pour avoir une distribution la plus, la plus optimale et la plus efficace et performante possible, et surtout en prenant, en étant très prudent sur la question des fraudes, hein, donc pour que les sujets ne tombent pas en même temps. Donc en fait, tout ça, ça demande une production énorme de sujets pour notre réseau, hein. Euh, voilà, mais sachez que voilà, il y a l'espace professionnel du DELDALF où vous avez accès à plus de sujets que ce que vous trouvez sur la page web. Et, et vous avez nos chers collaborateurs, amis, éditeurs qui sont là aussi pour vous aider. Eux, bon, voilà, les manuels de préparation d'ELF-DALF vous accompagnent. Dans toutes les méthodes, aujourd'hui, vous avez des sujets type DELF-DALF. Bon, je pense que Sébastien, de toute façon, après, il va vous en parler. Mais bon, voilà, sachez que voilà, cette préoccupation d'avoir plus de sujets, on en est bien conscient. Mais voilà ma réponse. Marion, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose là-dessus. Non, j'ai rien rajouté. Tu as tout dit. Marion, est-ce que voilà, il y a pas mal de gens, j'ai l'impression, dans le chat qui sont habilités. Alors, Mhm. qu'est-ce qui se passe si la date est passée, si on a été habilité il y a 7 ans, par exemple, et on n'a pas fait son renouvellement? Alors, pour vous aider déjà dans l'échéance de votre habilitation, il y a Gaël qui vous envoie une notification 6 mois avant la fin de l'échéance de votre habilitation. Première notification, 6 mois avant. Deuxième, 3 mois avant. Donc déjà, ça permet, parce que on n'a pas toujours la tête à quand arrive la fin de mon habilitation. Donc vous avez déjà un outil pour vous aider dans la gestion de votre habilitation. Et ensuite, donc, passer le délai de votre habilitation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez 1 an pour renouveler avec un stage express, on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire un stage de renouvellement, pas un stage de première habilitation, un stage de renouvellement, où vous allez juste corriger et examiner des productions orales, des productions écrites. Passer ce délai d'1 an, si ça fait 7 ans que votre habilitation est arrivée à échéance, là, il faut passer par un stage de première habilitation. Parce que depuis 7 ans, les spécifications ont changé. Vous êtes obligé de repasser en fait par la case départ. Alors, on demande également le coût de la formation. Alors là, juste, j'en profite pour faire passer un petit message d'ailleurs. Marion va vous rappeler comment vous pouvez être habilité examinateur, correcteur, formateur à travers France Éducation Internationale et nos universités belges. Attention, si vous êtes rattaché à un centre, le centre doit en fait prendre en charge hein, votre renouvellement, par exemple, ou si ils ont besoin d'examinateurs correcteurs extérieurs pour faire des missions ponctuelles, ils vont organiser ce stage. Ce stage ne doit pas être payant, hein. Ce stage doit être pris en charge par l'établissement, voilà, dans lequel vous êtes rattaché. Après, vous avez cette possibilité via France Éducation Internationale, comme l'a dit Marion,
à travers les stages individuels et l'université Bell. Et alors, je ne sais pas, Marion, si on a des tarifs, Alors, je des n'ai dates. plus les tarifs en mémoire. Alors, il faut savoir que les stages individuels, c'est quand même une option plus rapide parce qu'en fait, l'Université du Belk, vous choisissez plusieurs modules de formation. C'est sur site et c'est sur 2 semaines. Euh, les stages individuels, ce qu'on appelle stage individuel, parce qu'en fait, c'est destiné pour des personnes qui ne sont pas rattachées à des centres et qui veulent gagner donc sur le marché du travail avec cette habitation, parce qu'on le sait que c'est une véritable aide d'être habilité examinateur correcteur. Donc ces stages individuels en avril seront en ligne et seront sur 5 jours. Donc c'est une formule plus rapide pour vous. L'information va bientôt être communiquée, mais je n'ai plus les tarifs en tête. Là, je peur de vous dire des bêtises. Ce sera bientôt sur notre site, hein, France Éducation Internationale, hein. Je vois, est-ce que, oui, alors il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'avec un diplôme d'AFLE, est-ce qu'on peut prétendre à l'habitation d'Eldalf? Je sais pas, Marion. DAIFLE plus une expérience dans le FLE, oui, ça D'accord. fonctionne. Voilà, alors après, sachez qu'évidemment, il faut vous rapprocher, hein, essayer de vous rapprocher dans un premier temps des centres officiels, hein, des centres agréés qui sont dans votre zone géographique. Et puis, voyez avec eux déjà, hein. Vous avez aussi, parce qu'on n'en a pas parlé au début, mais la gestion du DELDALF, elle est décentralisée dans les pays via les services culturels des ambassades. Donc, dans toutes les ambassades, dans tous les services culturels, vous avez un responsable de la gestion centrale, ça s'appelle. Et donc, n'hésitez pas dans les pays à vous mettre en contact avec ces personnes. Il peut y avoir des besoins selon les pays, hein, et donc après, ben, on vous orientera tel ou tel centre pour éventuellement avoir la chance de passer de vous présenter au stage d'habilitation. Voilà. Euh, Ça, c'était une chose. Alors, il y a beaucoup de questions. Est-ce que... Elsa, Alors, Marion, est-ce que vous ouais. avez, parce qu'il y a pas mal de questions aussi qui sont un peu précises ou des cas particuliers, vous avez une adresse email auquel les Oui, personnes pourront oui, vous contacter directement, ce serait bien de la mettre. Comme ouais, ça, en fait, on pourra répondre directement aux questions et aux cas particuliers. ouais. Voilà. Je vais vous mettre, là déjà dans le chat, on va vous mettre nos adresses, enfin les adresses en tout cas pour avoir les informations. Sachez aussi, je vais vous mettre aussi le lien vers, on a une carte interactive là sur notre site où vous allez trouver justement les contacts, hein, des gestions centrales des pays. Voilà. Alors Ok. attends, ouais. Est-ce que il y a d'autres questions à Il y a répondre pas ou... mal de questions, hein. J'ai vu. Ah oui, alors les renouvellements aussi, Marion. Oui. Pour les renouvellements, comment faire si on est un peu en électron libre, j'ai envie de dire, Alors pour si tout vous êtes en rattacher. électron, Ouais. si vous êtes en électron libre, en effet, dans le FLE, on le sait, on change beaucoup d'endroits de travail. Vous avez donc la possibilité des stages individuels donc, et du BELC. C'est les deux options qui vous restent. Pour toute question liée aux habitations, je vous invite, je vais vous le mettre dans le chat, à contacter l'adresse mail des habilitations. Donc, on peut vraiment répondre à tous vos doutes. Et sur l'espace pro, vous avez également donc le protocole des habilitations qui peuvent, à mon avis, recenser 90% des réponses à vos questions. Mais donc voilà, vous n'êtes pas rattaché à un centre, il vous reste l'option stage individuel ou BELC. J'avais désactivé le son. Je pense que peut-être il y a des gens qui nous rejoignent, si tu peux rappeler rapidement. Donc, si on veut être formateur, Marion, comment ça se passe? Oui, alors pour être formateur, déjà il y a une condition sine qua non, c'est être rattaché à un centre. Parce qu'un formateur, donc, son objectif est de maintenir le vivier d'un centre d'examen pour répondre aux besoins des candidats.
Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est qu'il faut évidemment être déjà habilité examinateur-correcteur et avoir quand même être chevronné, avoir une expérience conséquente parce que vous allez être, comme on l'a souligné, vraiment le référent pour ce centre et répondre à toutes les questions et les doutes des examinateurs correcteurs de ce centre. Et donc pour être formateur, c'est uniquement FEI, l'équipe d'FEI avec les ingénieurs pédagogiques qui forment les formateurs. Donc, ou via une mission locale, c'est-à-dire un centre va nous contacter pour nous dire on aimerait avoir une mission de formateur et pour ça, il faut que ce soit à l'étranger, la gestion centrale ou en France, le rectorat. Et là, on va intervenir donc pour former les équipes. Sachez que quand même pour recadrer, l'habilitation, ça correspond aussi à un besoin hein, des centres, de la zone géographique aussi. Donc le stage d'habitation, pour ceux qui l'ont fait, je pense que là, c'est quelque chose, mais à 99,9% tous d'accord pour dire que c'est un stage très intéressant euh, stimulant. Enfin, je pense que pour tous les... Mais ça reste quand même un stage qui correspond à un besoin ensuite pour assurer des corrections et des passations voilà, d'ELF. Donc, ce n'est pas une formation, on va dire, qu'on fait comme ça. Ça peut l'être, évidemment. Hein, Et puis, évidemment, pour améliorer son CV, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un projet en tête parce que bon, c'est dommage de faire un stage et puis après, bah, de pas avoir un projet professionnel qui se rapproche en tout cas du FLE et de pouvoir ensuite assurer, parce que en plus, il faut pratiquer. Hein. Il faut pratiquer, il faut corriger, sinon, si au bout de 5 ans, vous n'avez jamais rien fait, bon, c'est aussi pour ça qu'il faut tout recommencer. Hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah oui, allez, dans les questions-réponses, j'ai pas Alors, dans les regardé. questions-réponses, j'avais Ouais. vu. Alors, attends une seconde. On a déjà répondu je pense que Dounia, c'est OK, puisqu'on a dit. Exactement, ouais. Si on a Voilà. déjà été habilité il y a plusieurs années, faut-il tout repasser? Donc ça a été expliqué. Jean-Philippe dit que les documents demandés pour prouver... comment on peut prouver son expérience de 2 ans? Ça peut être une question intéressante. Et si on a un autre type de master, enfin, quels sont comment vous faites les vérifications enfin, de quels Alors, documents vous avez besoin, ouais. ouais, alors soit donc on l'a dit, c'est un master de FLE, master 2 de FLE ou master 1 de FLE plus 2 ans d'expérience. Et sinon, pour prouver en fait les années d'expérience quand on demande, bah, c'est simple, vous pouvez fournir une attestation de votre employeur en disant quel cours vous avez fait, sur quelle période, et ça permet donc d'avoir une preuve de votre expérience dans le domaine du FLE. Donc, pour rappel, c'était 3 ans, hein, c'est ça l'expérience? Voilà, quand on n'a pas de master, en effet, c'est 3 ans d'expérience significative. Donc, quand on utilise l'adjectif significatif, voilà, c'est la variété de niveaux, de public, pour justement être capable ensuite d'examiner des candidats. Il n'y a pas besoin d'être salarié, hein. Jean-Philippe demande si on n'est pas salarié, mais il n'y a pas besoin. Enfin, c'est pas, comme on l'a dit, on habilite des étudiants, on habilite. Voilà, ce qu'il y a, j'ai vu aussi passer à un moment donné, effectivement, cette formation, enfin, ce stage n'est pas financé enfin, n'est pas enregistré au répertoire pour ceux qui sont en France, c'est le répertoire national des formations, donc ils ne bénéficient pas du CPF. Hein. Ça, non, parce que ça, c'est pas faute de vouloir, mais France Compétences ne considère pas cette formation comme une formation qui rentre dans la professionnalisation. En tout cas, en France, ça ne fait pas partie de ces critères. Très bien. Merci Elsa, Je merci vais, je Marie. vais mettre tous les liens, tout ça dans le chat. Hein, peut-être, voilà, peut-être que pendant ce temps, Sébastien, tu peux peut-être. Oui, moi je vais vous parler rapidement en fait de ce que nous en tant qu'éditeurs on propose justement pour le DELF-DALF et pour faire des préparations. Je voudrais surtout en fait d'abord faire un retour d'expérience. Moi j'ai été correcteur, examinateur depuis plusieurs années. Je continue. Je suis affilié avec Madrid et une fois par an, bon, moi, je fais
Je fais une session et j'adore ça. Premièrement, moi, ça m'a permis au niveau professionnel ben, d'être un peu un prof expert au niveau du cadre européen commun de référence des langues. Ça permet de connaître bien les niveaux. Ça permet aussi de devenir aussi référent dans son établissement, surtout quand il y a quelques profs, on va dire, et que un est examinateur, par exemple. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui permet d'avoir un ancrage sur les niveaux. En tant que personnel, enfin prof, on peut aussi proposer des cours de préparation aux examens. Et ça, c'est quelque chose qui est positif. Et le fait d'avoir cette habilitation, bah, c'est un méga plus. Et enfin, bah, je pense que c'est une compétence qui est indispensable aussi pour les métiers du FLE et ça valorise quand même le CV, surtout que quand on change d'établissement ou quand on, par exemple, on passe d'une AF vers un institut, etc., enfin, c'est quelque chose qui est vraiment demandé. Et le fait d'être habilité à ce niveau-là, enfin, ça permet justement ça ouvre des portes, hein, moi je le pense hein, réellement. Et c'est intéressant, je me souviens d'avoir refait, par exemple, les cours des nouvelles grilles. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et de voir la nouvelle perspective et de comment on a une nouvelle manière d'évaluer. Donc ça, c'est intéressant aussi d'être ancré en fait, hein. On a vraiment un pied complètement en dehors des cours, mais sur la certification, sur l'évaluation. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui donne du poids, on va dire, dans son expérience FLE personnelle en tant que prof. Juste pour vous dire une chose, donc nous, les préparations d'ailes, ça fait vraiment partie, on va dire, intégrante de nos séquences dans tout public, hein. Par exemple, dans Défi actuel, on a intégré 2 examens blancs, mais il faut savoir en fait aussi que dans tous nos manuels, toutes les 2 unités, on propose sur notre espace virtuel à télécharger des examens type DELF. Alors, dans ces examens type DELF, ça permet tout simplement de reprendre les éléments qui ont été vus et de s'entraîner, de préparer justement les apprenants tout au long de l'année aux examens. Ce qui est bien aussi dans ces évaluations qui sont proposées, il y a des activités en plus type d'activités de phonétique, activités de grammaire ou de vocabulaire qui permettent de retravailler tout ce qui a été vu. Donc c'est vraiment de la préparation à ce niveau-là. On revoit les thématiques qui ont été vues, on s'entraîne à la typologie de l'examen et ensuite sur la séquence qui est proposée tout au long de l'année avec le livre. Tout ça, c'est disponible sur notre espace virtuel. Donc, vous allez recevoir un code d'accès qui vous permettra justement de vous connecter. Vous voyez ici, évaluation et prépa au DELF. Ça ici, par exemple, c'est dans prêt-à-parler pour le niveau 3. Ce qui est bien, c'est que vous avez, donc c'est des formats, c'est en format PDF ou en format Word. Donc même, c'est des choses que vous allez pouvoir modifier, etc., en fonction pour vous préparer vos apprenants aux examens. Et bien sûr, dans les cahiers d'activité, on propose des types d'épreuves, hein, on va dire. Donc, comme l'a dit Elsa et Marion tout à l'heure, donc, il y a les examens blancs officiels, on va dire, du DELF. Et nous, on propose, on va dire, plus ancré sur le séquençage des, euh, des unités pour pouvoir justement permettre aux apprenants de s'habituer. Surtout, c'est important, c'est surtout sur les apprenants les plus jeunes, hein. Moi, ça m'est souvent arrivé que les établissements qui préparent tout au long de l'année les examens hein, pour le DELF scolaire ou junior, c'est là en fait où on sent en fait que bah, les apprenants sont à l'aise avec le format d'examen. C'est assez particulier. Donc, euh, euh, donc ça, c'est assez important, je trouve, en fait, d'avoir cette préparation tout au long de l'année et régulière, hein. Donc là, ici, par exemple, avec Prêt-à-parler, c'est un exemple de ce qu'on propose. Donc, vous voyez, tout est préparé. Enfin, il y a là, on voit quels sont les objectifs. Il y a des choses qui préparent. Enfin, les audios sont assez similaires et les thématiques à ce qui peut être proposé. Et on retravaille les 4 compétences. Là, ici, par exemple, on a 2 types d'évaluation pour la méthode Globetrotter. Globetrotter, c'est pour les adolescents. On a une évaluation diagnostique qui permet de voir et de vérifier le niveau, on va dire, d'un des étudiants. Puis après, toutes les 2 unités, on retrouve les formats, enfin les 4 compétences qui sont travaillées justement toutes les 2 unités. Ce qui est bien, c'est que toutes les unités, c'est surtout pour revoir les thématiques et revoir le vocabulaire qui a été vu et certains points de grammaire, hein. Ça permet justement de renforcer, on fonctionne par escalier, comme on dit. Pour le DELF Prime,
On a aussi des préparations à l'examen. Et c'est ça important aussi, hein, Delph-Prime. C'est assez particulier, hein. C'est des jeunes qui passent leur premier examen pour la plupart. Et c'est des jeunes apprenants, on va dire, qui sont souvent très stressés. Donc l'objectif, souvent, c'est de rassurer, c'est d'accompagner, et d'avoir avec beaucoup de bienveillance. Là, ici, dans la méthode Capsure, vous avez toute une série d'évaluations, toutes les unités qui permettent aussi l'entraînement. Donc ça fonctionne très bien aussi pour les établissements qui souhaitent préparer leurs apprenants au DELF-Prime et surtout rassurer euh, les, euh, les jeunes apprenants. Voilà, donc avec des productions, enfin, ça reprend certains éléments de l'examen. Enfin, pour préparer de manière plus complète, nous avons la série Les clés du DELF qui ont été actualisées au nouveau format d'épreuve. Donc là, actuellement, on a le nouveau DELF pour le A2, le B1 et le B2 qui sont déjà sortis. Donc ce qui est intéressant dans ces manuels, c'est qu'on a vraiment une progression par thématique. On a des activités qui sont vraiment en contexte et ça permet justement de renforcer l'acquisition naturelle des compétences linguistiques. On a pas mal d'audio et d'écrits. Elles sont également aussi en édition hybride, ce qui veut dire que vos apprenants peuvent travailler en autonomie, étant donné que toutes les activités sont en autocorrection. Donc ça permet justement de se corriger, surtout sur les compréhensions, hein, on va dire. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un travail qui est guidé avec des exemples qui sont proposés. Et ça permet vraiment aux apprenants de comprendre ce qui est demandé. Et c'est pas mal d'analyser aussi une réponse qui est demandée. Donc là, à l'intérieur, il y a toujours 6 examens blancs et il y a aussi 3 examens pour le DELF scolaire euh, ou junior qui sont proposés. Ensuite, on a une édition bien sûr qui est en route vers le DELF scolaire junior qui fonctionne depuis plusieurs années déjà et qui est la méthode choisie dans plusieurs établissements. Voilà, pour ma part, si vous avez des questions, bien sûr, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous allez recevoir de toute façon un code d'accès à l'espace virtuel justement pour consulter cette collection-là. Et si vous avez besoin, vous nous contactez et nous, on vous donne des codes démo justement sur certaines collections. Alors, je vais arrêter mon partage. Voilà. Euh, alors, pourquoi pas les clés du DALF C2 ou C1 ou C2, j'imagine. Pour l'instant, nous, on a quelques exemples qui sont associés à notre DELF, pardon, à notre défi 5, qui est du niveau C1. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore travaillé sur un format. On y pense, on y réfléchit. Peut-être que ça sortira prochainement. Euh, donc voilà quoi. Je peux vous envoyer le lien en fait du site MDL et vous allez retrouver toutes les informations concernant pour le scolaire. Vous allez sur adolescent et vous allez retrouver toutes les informations. Euh, Donc voilà, moi j'ai terminé. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Marion et Elsa, je suis très heureux d'avoir participé, enfin, d'avoir été avec vous sur cette rencontre virtuelle spéciale France Éducation Internationale. Merci, Euh, Sébastien. comme Elsa, tu l'as expliqué, c'est important. Enfin, on travaille main dans la main, justement, et moi je suis un fan du DELF. Oui, c'est surprenant, Bah, mais en en tout plus, cas, on a l'Espagne qui nous, on peut le dire, on a l'Espagne qui nous unit ici, exactement. parce qu'on a Voilà. travaillé tous les trois dans le... Et c'est vrai Non, que c'est ça. le Delft d'Alf en Espagne, c'est costaud. C'est costaud, exactement, quoi, ouais. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci Merci, d'avoir Merci participé. à vous. Et merci pour le l'invitation. replay sera disponible, si vous souhaitez le transmettre à vos collègues, sera disponible dans quelques semaines sur notre espace virtuel. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.